Shooter du sport en argentique, aujourd'hui, à l'heure où l'instantanéité de l'information est reine, c'est clairement pas banal. Mais c'est la voie choisie par mon invité, qui concilie ainsi deux de ses passions, le foot et le lifestyle qui va avec, et la photographie. De sa première rencontre pas très concluante avec la photo numérique à sa redécouverte du médium par l'argentique, nous allons voir que beaucoup de travail et un peu de débrouillardise, ajoutés à une grosse passion, peuvent être un cocktail détonnant pour se fabriquer une carrière sur mesure. Aujourd'hui, je vous invite dans une discussion avec un jeune homme qui a la tête bien sur les épaules, où on va parler de travail acharné, de passion dévorante, de l'importance d'être bien conseillé, de ne pas se former sur les réseaux sociaux, de savoir se relever, mais surtout, on va voir que parfois, c'est l'imperfection qui rend la photo parfaite. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Sabi Singh. Bonjour à tous. Bonjour Sabi, merci d'avoir répondu positivement à l'invitation. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de te recevoir. Alors, pour la petite histoire, en fait, je t'ai découvert il y a un certain temps par un site de football. On va en parler un petit peu plus tard, mais je considère qu'il n'y a pas que la photographie dans la vie, même si la photographie constitue une part essentielle dans ma vie. Et le gros de ma vie, il faut avoir d'autres passions. Une autre de ces passions, c'est le football, qui m'amène à consulter quotidiennement certains sites dédiés au foot, donc SoFoot. Et SoFoot avec un site dédié au lifestyle football, plutôt à la mode football, que j'ai découvert à cette occasion, en fait, qui a publié un article sur ton travail. Et c'est comme ça que je suis tombé sur ton boulot, c'est comme ça que j'ai découvert la mode blockcore, même si j'ai déjà reçu Tritsi, qui est très là-dedans, qui porte beaucoup de maillots de foot. Je ne sais pas si tu avais entendu cet épisode ou pas. Non, pas du tout. En fait, Tritsi, c'est un street photographe français. Et lui, en fait, dans son attirail de photographe, en fait, c'est beaucoup les maillots de foot. C'est beaucoup d'avoir un peu l'air d'un touriste quelque part, tu vois, ou d'être un peu. Ça me dit quelque chose. Il porte pas un maillot de Rennes par hasard? Il porte plein de maillots. Il a plein de maillots. Et, il porte des lunettes, non? Je pense avoir vu ses photos sur Instagram. C'est Street Photo France. Et voilà. En tout cas, lui est vachement là-dedans, en fait. Du coup, j'ai fait le lien entre les deux comme ça et j'ai découvert en fait ce milieu-là que j'ignorais totalement en fait. Pourtant, j'ai des maillots de foot vintage moi-même. J'ai France 98, j'ai France 2000. France 2000, on va l'oublier un peu. J'ai un maillot du PSG des années 2000 aussi qui traîne quelque part. J'ai essayé de les retrouver en me disant je vais te rendre hommage en venant avec un maillot vintage. Et évidemment, ils sont au fond d'une armoire et je sais pas où exactement quoi. Dommage. C'est ballot. Mais ce sera pour une autre fois. Peut-être si un jour tu fais des photos de gens un peu plus âgés. Avec plaisir. Avec leur maillot, je ressortirai les trois. On va commencer par l'elevator pitch. Je vais te laisser te présenter. Donc le principe, c'est toujours le même. Tu rentres dans l'ascenseur, Steve Jobs rentre à côté de toi et tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es et ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis ? Alors bonjour, du coup je m'appelle Sabi, j'ai 22 ans, j'habite à Goussainville dans le Val d'Oise. Je suis avant tout étudiant en 3e année d'économie-gestion avec une spécialisation en anglais. À côté, je travaille avec mon frère et ma soeur dans un restaurant que nous gérons à 3. Et je suis aussi photographe. Voilà. Et du coup, je suis passionné de football et de photographie aussi. Et bien évidemment de musique et de cinéma. Et ma toute première passion, c'était le football qui a été transmise grâce à mon frère. Je pense mes premiers souvenirs avec le foot, c'était durant les années 2008, l'Euro 2008 catastrophique de la France. Ouais. Et aussi ensuite qui suit la Coupe du Monde. J'ai supporté, on va dire, de force olympique de Marseille à cause de mon frère. Mais moi, mon équipe préférée, ça a toujours été Manchester United. Franchement, le joueur qui m'a marqué, ce serait plutôt Wayne Rooney, je pense. Ouais. Et aussi Cristiano Ronaldo. Ensuite, bien sûr, on a toujours supporté la France, même malgré les catastrophiques, on va dire, Euro 2008, même en 2010, 2012, 2014. Et bien sûr, 2018, on était là pour célébrer. Ouais, bien sûr. Et ensuite, la photographie, cette passion, elle m'est venue en 2019, on va dire. J'ai toujours aimé prendre des photos avec mon téléphone et j'ai acheté mon premier appareil numérique en 2019, avant un voyage scolaire. Ça m'avait pas trop plu l'appareil numérique parce que c'était vraiment différent du téléphone. Il fallait prendre ses mêmes propres réglages, retoucher ses photos. Mais j'étais quand même dans le bain, on va dire. Et ensuite, je suis étudiant, même si c'est par rapport avec la photo, j'ai toujours aimé on va dire, tout ce qui est économie et gestion.
Et je pense que c'est ça c'est cette polyvalence qui m'aide un peu aussi à toucher différentes passions. En fait, si tu veux vivre de la photo, je pense que c'est ça qui va faire la différence. Parce que des bons photographes, il y en a beaucoup. Des gens qui sont capables de se vendre et de comprendre comment une boîte tourne, il y en a peut-être moins. C'est vrai que vivre de la photo, j'y ai pensé, mais à vrai dire, ça m'attire pas trop. Je sais que ça choque un peu, mais j'ai toujours vu ça comme une passion. Après, c'est vrai que c'est toujours bien d'être dans des prestats qui sont cool, par exemple, avec des footballeurs ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours vu ça comme une passion. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui demande beaucoup de réflexion et je change d'avis à chaque fois, malheureusement. Alors, il y a deux manières d'être professionnel. Il y a d'être un bon photographe et d'être très bon en business. Et il y a d'être un photographe tellement bon qu'en fait, tu n'en as rien à faire du business ça, et il se fait tout seul. C'est rare, hein, les tellement bons. Enfin, c'est même pas, c'est 0,1%. Donc, en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, d'avoir le background de business et d'arriver à sortir. J'ai presque envie de dire que toi, si tu devenais professionnel, c'est peut-être pas tant pour gagner ta vie que pour avoir des accès que tu n'aurais pas forcément... je pense que oui, en amateur en fait. Exactement. C'est plus ça pour les accès parce que j'ai toujours vu en fait la photographie comme on va dire comme une troisième place ou une deuxième place plutôt parce que par exemple on a la vie de famille, le travail et normalement on a une troisième place. Généralement moi j'ai toujours vu la photographie comme ça, mais bien sûr je pense que si jamais je deviens professionnel c'est vraiment pour avoir accès à des choses que je n'aurais pas ou vraiment si y a des grosses opportunités qui se présentent. Mais c'est peut-être justement ce qui fait que ta photographie, je pense peut-être que, tu vois, la manière dont tu le décris, peut-être que ça te desservirait que la photographie monte plus haut en fait. Peut-être. C'est rigolo parce que le fil rouge de l'épisode, on peut le lire en avance, ça va plutôt être le côté passion que tu photographies que le côté photographie pure en fait. Oui. Parce que je pense que ton originalité et ce qui fait que tu es vraiment distinct des autres photographes, c'est justement le fait que tu es très intéressé par le sujet que tu photographies en fait. C'est ça ? Je pense que je me suis toujours concentré sur l'image en soi, la technique et voilà, je travaille à côté pour financer tout ça, on va dire. D'accord, mais l'argentique en plus, ça demande un investissement personnel. C'est pas évident en plus, gagner sa vie en argentique, c'est encore tout un autre sujet. Dur, mais voilà, c'est vrai que ça te forcerait peut-être à faire des compromis qui pourraient être problématiques. Donc j'ai noté que tu étais semi-pro, entre guillemets, c'est-à-dire que tu as quand même on va dire plutôt semi-pro. Il m'arrive parfois de faire des prestations par-ci, par-là, mais j'ai toujours gardé le côté, on va dire, passionnel, personnel. D'accord. C'est là où je prends le plus de plaisir. En tout cas, tu as des followers très prestigieux parce que j'ai noté quand même que tu as Audio Bobby, Goledzinovski et puis une petite quinzaine de personnes que je suis de très très près ou que j'ai déjà reçues. Donc c'est pas des mauvais photographes qui te suivent, loin de là. Il y a des gens qui savent très clairement de quoi ils parlent et qui sont très très lourds en termes de photos. Ça joue beaucoup aussi, je pense, ça, quand on voit que des gros photographes nous follow, mais je pense que ça aide aussi. Mais moi, en tout cas, personnellement, ça m'a donné beaucoup confiance de voir ça et aussi échanger avec ces photographes. Par exemple, Bobby, qui est exceptionnel et c'est une personne qui m'inspire beaucoup au quotidien. C'est vraiment quelqu'un de super talentueux et humble et je trouve que c'est ça qui fait qu'il est spécial. T'as déjà discuté avec lui? Tu l'as déjà rencontré? J'ai déjà rencontré grâce à, par exemple, à Analog Sport, mais aussi lors de la journée olympique il y a 2 ans, il me semble. Je devais la photographier et j'avais Bobby aussi qui était là. Ouais. Et c'était vraiment intéressant de voir comment il fonctionne et c'est exceptionnel. Ça doit être quelque chose de le voir au boulot. Ça, c'est assez dingue ce qu'il fait. On va attaquer la partie interview à proprement parler. Ça commence toujours par les 4 mêmes premières questions. Quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi? Ça va paraître choquant, mais j'ai rarement eu des livres photos, malheureusement. Ça peut être n'importe quoi, pas que des livres photos, quelque chose... J'avais eu un livre photo, j'avais feuilleté, je sais que ça vient de Greg Girard. Ouais. C'est un photographe que j'apprécie vraiment. Je ne sais plus le titre du livre, c'était lorsqu'il était à Hong Kong durant les années 70-80. Je sais que c'est vraiment pas en rapport avec mon travail, mais j'aime tout ce qui est un peu architecture, à l'ancienne, par exemple, comme je mentionnais Greg Girard. J'avais aussi... feuilleté un livre de Soy Leiter, c'est des photos à New York, exceptionnelles aussi. Et là récemment j'ai eu le livre de Sofia Coppola, mais franchement je trouve que c'est inspirant, c'est des films qu'on a l'habitude de voir, et voir comment elle a filmé ça. Photographiquement elle n'a pas de leçons à recevoir. C'est ça exactement, et voilà. Mais malheureusement je sais que c'est un défaut, mais franchement il faut que je me mettrais au livre. C'est pas un défaut, tu as des inspirations, t'es pas obligé de vivre photo à 24. C'est ça, mais c'est toujours mieux je pense d'avoir un livre que plutôt de scroller sur les réseaux, et c'est pas la même chose. D'accord. Tu vois, j'ai récemment décidé de pas aller sur Facebook pendant un mois.
je suis effaré de la quantité de livres que je lis, et la quantité de boulot que j'abats. Alors Mais que du coup, au niveau franchement... inspiration, ça aide Ah, mais de toute façon, Facebook, en fait, j'ai arrêté parce que j'ai réalisé un truc, c'est que Facebook, ça n'était plus que du conflit, en fait. C'est-à-dire, tout ce que je vois sur Facebook, soit c'est de la vanne, ça sert à rien. C'est vrai que là, Soit c'est des c'est annonces, des trucs avec lesquels je suis pas forcément d'accord, ce qui est pas grave en soi parce que t'es pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Par contre, c'est de telle manière qu'en fait ça ne peut que générer du conflit avec certaines personnes. Je me suis retrouvé embarqué dans une autre discussion politique à la con qui servait à rien, que j'avais même pas besoin de rentrer dedans en réalité parce que finalement elle servait à rien. Mais je me suis fait happer dedans comme un idiot, alors que je sais très bien que voilà. J'ai dit c'est terminé. Je vais voir si je peux me passer de Facebook et pour l'instant ça se passe très très bien. Je pense qu'il y a plein de problématiques autres de connexion à plein d'autres trucs. Tu sais, après c'est vrai. il te verrouille dedans, mais je pense que j'ai plus besoin d'y aller en fait. Tant mieux alors. Du coup, c'est quoi ton réseau préféré? J'ai pas de réseau. J'aimerais me passer de tous les réseaux, avoir juste un site internet et que les gens aillent dessus. C'est vrai, je pense que c'est mieux. Je décide de ce que je montre, je décide de ce qui est mis en avant en premier, je décide que les gens voient tout ce que je veux qu'ils voient et peut-être à la limite avoir une newsletter pour donner des nouvelles de temps en temps. Mais je crois que plus le temps passe et plus je vais tendre à ça en fait. Je pense que c'est une bonne solution. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à... C'est vrai que les réseaux maintenant, c'est devenu comme un fast-food au niveau image. J'ai vu un truc sur TikTok. Comment ils t'accrochent à TikTok? En fait, tu t'es posté, tu as 10 vues comme tout le monde, tu vois. Et de temps en temps, ils vont balancer un de tes posts à plein de monde. Tu vas faire 1000 vues d'un coup et tu vas faire waouh, et tu as le rush, tu vois. Et du coup, tu t'accroches. Et après, tu redescends à 10 vues. Et de temps en temps, ils te mettent un petit coup de loterie, tu vois. Tu as un de tes posts qui passe. Et en fait, c'est juste assez pour te garder accroché et agripper au truc. Et je trouve ça affreux, en fait. Je trouve ça affreux de donner notre vie aux gens, à d'autres gens, qui décident si elles ont de la valeur ou pas. C'est ça, malheureusement, on est tous tombés dans ce piège d'impression et il faudrait qu'on se détache. Hein. Bah, en vrai, je crois que c'est pas infaisable. C'est pas infaisable. On parlait de Daniel Milner on va parler de Daniel Milner un peu plus loin. Lui fait ça en ce moment, c'est-à-dire qu'il a plus ou moins jamais été sur la plupart des réseaux sociaux. Il a été un peu sur YouTube, il s'est barré de YouTube et là maintenant, tous les gens qui veulent le suivre, c'est sur son site et ça marche. Et en fait, je crois que je vais tendre de plus en plus à ça. On va voir. C'est un projet fou. C'est à discuter. Mais à discuter, si je le ferai de manière à ce que ça puisse servir d'exemple à d'autres personnes éventuellement. C'est quoi être créatif ? Pour moi, être créatif, bonne question. Je pense que être créatif, c'est... personnellement encore, je précise, c'est vraiment exprimer ce que l'on ressent et ce que l'on veut exprimer. Et exprimer ce qu'on pense. Et aussi exprimer un message qu'on en a à passer. D'accord. De toutes les manières possibles, que ce soit avec la photo, la vidéo ou même la peinture. Mais personnellement, c'est la photo. Sortir ce que tu as dans les tripes. On va dire ça. Ouais, une belle façon de le dire de manière un peu plus extrême. Qu'est-ce qui te fait déclencher ? C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que tu appuies sur le bouton ? Si je vois un moment que je sais que je ne le reverrai plus. Enfin, j'abuse peut-être, mais franchement, c'est figé l'instant. D'accord. C'est cliché, mais c'est ça. C'est un moment que tu veux garder. Un moment que je vais garder et que je regarderai peut-être plus tard. Voilà. D'accord. C'est quoi une bonne photo ? Pour moi, une bonne photo, c'est une photo en argentique. Non, je rigole. Une bonne photo, pour moi, je pense, c'est une photo où on arrive à faire passer un message sans pouvoir l'expliquer. Ouais. Et aussi une photo imparfaite. D'accord. Ça, c'est-à-dire qu'on, même si on respecte pas les règles, je pense que c'est une bonne photo pour moi. J'aime beaucoup cette explication. Je pense que l'imperfection rend parfait. Ouais, on va parler de ça. C'est une question qui vient, c'est dans pas longtemps d'ailleurs, c'est marrant que tu abordes ça, mais j'aime beaucoup ça. La première grande partie de l'interview, ça va être la passion hors photo. Justement, j'ai fait une interview il y a pas longtemps avec Daniel Milner, j'y reviens souvent parce que c'est un de mes photographes préférés. C'est la seule interview en anglais du podcast. Je l'ai faite parce que l'opportunité s'est présentée et que j'ai dit j'y vais, je m'en fous. Au pire, j'ai pas autant d'écoute. En fait, bizarrement, j'ai eu beaucoup d'écoute de gens qui n'écoutent pas le podcast habituellement parce qu'ils parlent pas en français. Et du coup, ça a compensé en fait. Donc quelque part. On s'en sort toujours, tu vois, des fois il faut prendre des risques et ça paye et ça m'ouvre plein d'autres trucs d'ailleurs, ça va venir bientôt. Et donc Daniel Milner, puisque pas mal de Français n'ont pas écouté cette interview, dit un truc que je trouve très intéressant et que je tiens à répéter assez régulièrement, c'est "Photography is a small part of a larger discussion". La photo est un petit bout d'une discussion beaucoup plus grande. J'aime bien cette idée
parce que la photo pour la photo, c'est de la technique sans sujet, donc c'est beau mais c'est creux. Et c'est facile de se laisser happer dans un puits sans fond de technique et de discussion photo. Et au final, dans ce qui fait de beaux sujets, il y a l'intérêt pour le sujet en question et une connaissance. Ce qui est ton cas, parce que qu'est-ce qui amène, en fait, Football is a Lifestyle? Est-ce que c'est la photo qui amène la mode, ou est-ce que c'est la mode qui amène à la photo? Franchement, ça a commencé avec ma passion avec le football, mais Ouais. ensuite, je pense que c'est plutôt la photo qui ramène la mode. Je pense que D'accord. je voulais faire quelque chose on va dire, en dehors des terrains, et j'ai toujours aimé un peu la mode, Ouais. même si avant, c'était pas trop mon truc. Et du coup, j'ai essayé un peu on va dire d'incorporer les phénomènes block core. Ouais. Voilà, pour résumer, c'est mélanger un peu les maillots vintage avec une tenue vintage ou contemporaine. Et j'ai toujours voulu faire ça. J'ai commencé à prendre des photos de mes amis au stade durant le couvre-feu avec le Covid, avec des maillots, mais sans pour autant avoir un aspect block-core style et mode. Et c'était vraiment un gros plaisir. C'était mes premiers portraits, du coup. Eux-mêmes, ils étaient contents de recevoir les photos. Et ensuite, je pense que c'est d'abord ma passion pour le foot, ensuite ma passion pour la photo, et ensuite qui m'a amené à la passion pour la mode, qui a créé Football is a Lifestyle. D'accord, mais c'est presque une rencontre accidentelle des trois, alors du coup. Effectivement, c'est une rencontre accidentelle, on va dire. On va y revenir un petit peu plus loin, parce que je te demanderai justement comment c'est né tout ça. Toi, tu es parti donc, du football lifestyle, en fait, que j'imagine bien être dans ta vie. Tu es littéralement parti photographier tes potes, c'est ce que tu dis, en fait. Au niveau de mon parcours photo, ça a commencé tout d'abord avec mes potes, ensuite pas mal autour des terrains de foot, et ensuite en dehors. Ouais, Du coup, j'avais dit 2019, c'était là, j'avais mon premier appareil numérique. Du coup, au moment où on allait jouer au foot avec nos potes après les cours, je prenais toujours mon appareil photo, on essayait de faire des photos un peu marrantes. Ça les faisait plaisir et moi aussi. Et du coup, il y a eu un moment où je suis parti à Londres. ouais. C'était juste pour une journée. J'étais parti le matin, je suis rentré le soir. Et je me suis dit pourquoi pas aller voir un match de foot. Du coup, c'était à Londres, j'ai essayé de voir les matchs. Il y avait des matchs pour les mecs. Mais c'était trop cher les billets, je crois que j'avais 18-19 ans, c'est même moins. Et du coup j'ai vu qu'il y avait un match d'équipe féminine d'Arsenal, Ouais. et le billet était pas cher du tout. Du coup je me suis dit on va aller voir, j'avais pas d'attente, j'ai pris mon appareil photo. Alors ceux qui sont intéressés, c'était un Sony A6000 avec l'objectif de base 16-50, vraiment pas du tout adapté pour le foot. Je suis arrivé, j'ai fait quelques petites photos, et quand je suis rentré en France, j'ai posté ces photos sur Twitter. Et je connaissais pas les joueuses, du coup j'ai fait mes recherches, j'ai identifié la joueuse en question. C'est pas le lendemain, je vois que la joueuse elle retweet la photo, et là boum, on va dire que petit engouement autour de la photo, la joueuse qui reposte la photo ensuite, et ensuite, je prends des followers, on va dire, et moi je comprenais pas en fait. T'as pris combien de followers comme ça? Je crois que j'en avais à peine 100, après j'en ai pris 200 je pense, comme ça, sur Twitter. Ouais, c'était son ancien compte Twitter. Ouais. Aujourd'hui, t'es à combien? Du coup, j'ai un nouveau compte, mais je suis à 300 sur Twitter et genre 3400 sur Insta, quelque chose comme ça. Ça commence à être sérieux là. Franchement, c'est pas, je m'intéresse pas trop au nom, mais c'est vrai que ça veut dire quelque chose, mais pas vraiment aussi. Et du coup, je recevais aussi des messages des gens qui me demandaient s'il n'y avait pas d'autres photos. Je leur ai dit que c'est mon premier match de foot, je connais pas vraiment tout le monde. Et du coup, moi de mon côté, je me suis renseigné. Il faut savoir qu'avant ça, après ça, j'ai quand même essayé avec le culot d'envoyer des demandes d'accréditation pour le PSG, le FC Lens, RC Lens, etc. Mais je ne savais pas qu'il fallait une carte de presse, etc. Du coup, j'ai découvert tout le système d'accréditation. Et au final, niveau matos aussi, j'ai découvert tout ce qui est 70-200, 400 mm. J'ai vu les prix, ça m'a calmé. Et du coup, je crois que je m'étais acheté le 55-200 à 50 € sur le Bon Coin. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est aller aux tribunes des matchs féminins, que ce soit chez les PSG, Paris FC, et prendre des photos des joueuses. Et ensuite, le soir, reposter en story. Et au final, ça a marché. Les joueuses, elles repostaient les photos. T'avais des joueuses qui étaient archi contentes. T'avais des joueuses même qui te follow. Et du coup, moi, j'ai continué. Et jusqu'à ce qu'après, je rejoigne Analog Sport. Ouais. Et le fait de rejoindre Analog Sport, ça m'a quand même pas mal aidé d'avoir des accréditations. On va y revenir un petit peu plus loin à Analog Sport, parce qu'avant, en fait, je veux rebondir sur quelque chose que tu viens de dire. C'est, en fait, tu as un peu eu du mal à rentrer, à faire ce que tu aurais bien voulu faire au départ. Ça t'a un petit peu forcé aussi à t'intéresser
à ton environnement, à ta vie finalement, et à te tourner vers ça en fait, à te tourner vers les potes quelque part. Ta vie, tu as fait des photos plus posées, du coup, parce que tu n'avais pas accès au match en fait. C'est ça, c'est ça. Vraiment faire des photos posées et même j'ai toujours voulu prendre tout ce qui m'entoure, mon environnement et partager ça. D'accord, donc là c'est littéralement ton environnement que tu as pris. C'est la bonne méthode pour se faire la main ou pas? Pour moi, oui, effectivement, c'est la bonne méthode. On n'a pas de pression. C'est nos amis, par exemple, qu'on prend en photo. Même si on va à un match de foot en tribune, on n'a pas la pression. On se dirait toujours qu'il y a un autre match. Ouais. Et c'est là où je pense qu'on se fait la main, qu'on teste pas mal de choses. Et même pour, par exemple, Football The Lifestyle, c'est que mes amis, au final, les gens ne me croient pas quand je leur dis que c'est mes amis. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que tu as beaucoup d'amis qui sont très beaux quand même. Normalement, on a tous un ou deux moches dans le tas, mais non, toi. Ça, c'est plutôt moi, c'est pour ça que je me suis mis derrière la caméra. Non, ça va. J'ai noté un truc, il y a un petit côté Velandes dans sa bonne période dans tes images. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, Velandes, c'est un photographe de Détroit, noir américain, qui a fait beaucoup de photos en argentique. De son environnement en fait auquel lui il avait accès, auquel personne d'autre n'avait accès. Donc c'est un milieu un peu gangsta, c'est un milieu un petit peu the hood entre guillemets aux États-Unis, auquel lui avait accès, auquel pas grand monde avait accès finalement. Ça a donné des photos assez incroyables. Il a un petit peu tourné youtubeur maintenant. J'aime moins voir ses vidéos, j'aime toujours autant ses photos, mais ses vidéos sont plus maintenant comment se filmer soi-même, c'est des how-to, tu sais, à la mode YouTube en fait. C'est ça la mode en ce moment. Il fait ce qu'il faut pour avoir des vues, mais le problème c'est que quand t'as connu la bonne période, moi c'est pas ce que j'ai envie de voir de lui en fait. Et tu vois, tout à l'heure tu disais imparfait, j'ai noté, il photographiait ses amis et sa vie autour de lui et c'était imparfait mais unique. Tu parlais d'imperfection tout à l'heure. L'imperfection, c'est quelque chose, je pense que pas mal de gens s'en rendent compte, mais à force de chercher la perfection, on se perd soi-même et je pense pas qu'on arrive à faire des photos si on laisse l'imperfection entrer dans nos photos. C'est marrant que tu dises ça parce que moi en ce moment c'est mon grand problème, c'est que j'essaie de faire des photos parfaites et que j'ai une paralysie des fois. Alors moins dans le boulot parce que le boulot tout est réflexe et habituel et que tu me lâches avec une main attachée dans le dos, je peux toujours m'en sortir. Mais dès que je fais du perso, je peux être paralysé pendant 2 heures sur un truc et au point que je suis obligé en ce moment en street photographie de shooter de la hanche pour pas réfléchir en fait et me forcer à faire des photos et tout parce que si je commence à réfléchir une photo, des fois je m'arrête net quoi. On se perd. Moi par exemple le concept d'imperfection c'est venu grâce à Vulandes. Je me rappelle il y avait une vidéo où il disait que c'était à propos des règles. Il avait dit rules are meant to be broken. Et voilà, les règles ça sert à rien de les suivre. Et je trouve que c'est vraiment très beau comme concept dans le sens où malgré tout ce qu'on t'impose dans la photo, par exemple la règle des 4/3 tiers, etc., la règle des grilles, etc., on n'est pas forcé de les suivre. Et moi c'est ce que je fais. Par exemple, on m'a déjà posé la question pourquoi tu utilises un fisheye pour des portraits. Je vais te la poser plus loin, donc ne réponds pas tout de suite à cette question. Et voilà, je shoot par exemple toujours 24-28 mm pour les portraits, même si c'est pas la focale adaptée. Et c'est ça qui est bien. C'est pas la focale qu'on a décidé qui était adaptée. Mais aujourd'hui, en réalité, la plupart des shooting modes se font 24 mm. Effectivement, c'est comme ça maintenant. Tu vois, comme quoi, ça dépend aussi des périodes. Avant d'aborder tout ça, je voudrais te demander comment on photographie sa propre vie, si possible sans la caricaturer, parce que ça peut, en plus on est sur le bloc corps, on est sur quelque chose d'assez stéréotypé et ça peut vite être parodié, mal perçu ou t'enfermer dans un truc dans lequel tu n'auras pas forcément envie de te retrouver enfermé. Comment est-ce que tu fais justement pour éviter ce piège-là? Pour l'aspect bloc corps ouais, enfin dans ta photographie en fait, comment est-ce que tu réussis à garder un peu de fraîcheur et à pas tomber dans ce... Enfin, je veux dire, c'est très facile de prendre un mannequin, de photographier un mannequin avec un maillot de foot et d'en faire un shooting mode et de faire un truc ultra cliché, tu vois. Et comment on sort de ce cliché-là justement pour faire quelque chose, parce que tes photos justement sont pas clichés. C'est ça que j'aime bien moi dans ton travail. Merci. Pour moi, je pense que tout d'abord ça commence avec l'environnement autour. Pour Football The Lifestyle, j'avais vraiment choisi Paris, mais pas les endroits les plus populaires sur Paris. C'est vraiment il m'arrive parfois de traîner sur Paris, du coup si je trouve un bon endroit je le prends en photo et ensuite je garde dans ma galerie. Et ensuite je pense vraiment quelque chose de vraiment important, c'est la communication avec le modèle. C'est vraiment moi je fonctionne différemment je pense, mais je pense que la plupart fonctionnent comme ça aussi. C'est vraiment avoir une préparation à l'avance du shooting
Et le plus important, c'est aussi de mettre à l'aise la personne et faire en sorte que ce ne soit pas un shooting le moment qu'on passe, mais un moment comme ça, comme d'autres. C'est que tes amis que tu photographies ou tu as déjà eu des modèles professionnels? J'ai déjà eu des modèles professionnels, pas pour Football is a Lifestyle, mais pour d'autres prestations. Et c'est vrai que photographier avec des amis, c'est vraiment plus simple. Et je pense que c'est là où on a les meilleures photos. C'est eux qui viennent avec leur tenue, toi tu contrôles rien là-dedans? Non, moi peut-être je leur donne quelques indications, mais c'est eux leur propre tenue. Je pense que c'est mieux comme ça, ils sont vraiment à l'aise. Moi je leur donne quelques indications, je leur passe juste le maillot. Faites ce que vous voulez à partir de là. Ça aide aussi à pas caricaturer quand c'est vraiment des gens. C'est ça. Je pense que quand ils se sentent eux-mêmes, c'est vraiment soyez vous-même. Et là, je pense pas qu'on évite tout ce qui est caricature. D'accord, c'est une bonne méthode. La deuxième grande partie de l'interview, alors j'ai noté Analog Football, je t'ai entendu dire Analog Sport tout à l'heure. Analog Sport, en fait, c'est l'association en général. D'accord. Et Analog Football, on va dire, c'est une branche d'Analog Sport. D'accord, donc les deux existent. J'ai eu un doute au moment où je me suis dit j'ai dû mélanger un peu tout. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est? Alors, Analog Sport, c'est la première association, il me semble, du coup en France, qui permet l'insertion des jeunes à la photographie argentique à travers différentes promos. Et tout ça grâce à des ateliers, des rencontres et des shootings dans différents événements. Voilà. Du coup, moi, j'ai fait partie de la première promotion qui était en début 2020, mais malheureusement, il y a eu le confinement, le Covid, etc. Du coup, on va dire que j'ai été repêché entre guillemets à la deuxième promo. Et je pense que c'est là que j'ai pas mal appris sur l'argentique. Il faut savoir qu'avant que je rejoigne Analog, la première promo, je ne connaissais pas vraiment grand-chose sur l'argentique. C'est quand j'ai découvert leur page. Du coup, il faut savoir que le compte Analog Football sur Instagram, ils ont une communauté et ils repostent toutes les photos argentiques, pas que le football des photographes. Et moi, du coup, je ne connaissais pas l'argentique à ce moment-là. Et du coup, la première chose que j'ai faite dès que j'ai vu ces photos, c'était tout ce qui est pack de texture, grain, Photoshop pour appliquer sur mes photos numériques. Et au final, je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi. Ensuite, j'ai découvert l'argentique grâce à eux et depuis, ça a changé ma vie. Ils t'ont formé techniquement à l'argentique et ça se passe comment? Alors du coup, le premier jour de la première promo, on s'est tous rencontrés. On était, je pense, 7-8 photographes, 7-8 jeunes. Et on nous avait donné chacun un jetable. Et ce qu'il fallait faire, c'était prendre en photo notre quotidien et ensuite on devait rendre nos jetables et comparer nos photos. Et pour ma part, les photos, elles étaient banales. Par exemple, il y avait mon doigt devant l'objectif et je savais même pas. Et aussi, il a appliqué le concept, prendre des photos de nuit à l'argentique, c'est pas évident. Le flash aussi. Et franchement, apprendre toutes ces petites choses, et ça m'a vraiment formé. Et aussi, bien évidemment, YouTube. Sans YouTube, je pense pas que j'aurais beaucoup avancé. Il y a plein de défauts à YouTube, mais il y a aussi 2-3 qualités. C'est qu'on peut trouver plein d'informations assez rapidement. Moi, j'aime bien l'idée, pour se différencier, d'aller dans le plus lent et dans l'argentique, surtout dans le monde du sport, en fait, où le côté instantané de l'image a pris le dessus, parce qu'aujourd'hui, on te demande c'est quoi un bon photographe de sport. C'est le mec qui est capable de fournir une photo correcte, nette, le plus vite possible, pratiquement en temps réel. J'ai vu une vidéo une présentation d'un appareil, ils sont tous pareils maintenant, tu sais, où en gros, tu as un grip avec un port Ethernet dedans. Tu prends ta photo, le machin, il t'envoie la photo sur un serveur à l'autre bout du monde en moins de 5 secondes. L'éditeur, il peut récupérer la photo, trier, choisir, retoucher et publier sur Internet dans les 5 minutes, quoi. Et c'est un talent, hein. Je dis pas que c'est... Non, vraiment, c'est compliqué. Faut voir les mecs qui te placent des caméras en hauteur à des trucs, ils font des angles impossibles, ils font des machins impossibles. Mais je trouve qu'on est loin de l'idée romantique du métier de photographe qu'on peut avoir c'est vrai. Je suis complètement d'accord. Quand on fait. Et c'est quoi ta vision, en tout cas, de ça, quand toi tu vas faire des photos de sport avec ton appareil analogique? En plus, je crois que toi tu as un moyen format. J'ai les deux. T'as les deux? Généralement, pour le sport, je prends mon Nikon F5 et un 70-200 vu que c'est compatible. Et bien sûr, mon moyen format, ça ajoute une autre touche. Mais du coup, c'est quoi ce que tu voudrais faire passer comme vision quand tu vas travailler en analogique? Je pense que travailler en argentique dans le monde du sport, c'est unique. C'est pas mal de regards un peu de travers aussi, m'est arrivé. Mais aussi, je pense que c'est vraiment une autre vision. On a une pellicule de 36 poses, on est limité, pas de rafale du coup. Et aussi... on a, je pense, une vision différente. On ne cherche pas à capturer chaque moment du match, peut-être des moments précis. Et moi, ce que j'essaie de capturer, ce que j'ai essayé auparavant, c'est vraiment soit des actions précises, soit des émotions, ou aussi une sorte de... j'ai pas eu vraiment l'occasion de faire, mais maintenant, si je devais photographier un match de foot, ce serait vraiment d'essayer de aussi capturer les fans, mais aussi le match, et essayer de faire une sorte de fusion entre les deux. Je pense que c'est vraiment important. Et...
Bien sûr qu'on n'aura pas les photos au même moment. Si jamais on doit l'envoyer à un joueur, ce sera peut-être 2-3 jours plus tard. On a peur qu'au final, ça soit passé, quoi. Ça va passer, mais effectivement, c'est passé. Mais il y en a qui n'oublient pas que ça fait toujours plaisir. Mais je trouve que c'est vraiment une autre expérience que chaque personne devrait tester, à mon avis. Artistiquement, ça change quoi pour toi, en fait? Artistiquement, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, comme tu n'as pas cet impératif de rendre immédiatement les photos, oui. Est-ce que tu approches les choses différemment? Je pense que oui, on approche les choses différemment. On n'a pas d'objectif, enfin pas forcément. Et je pense qu'aussi on essaie de faire en sorte qu'on essaie de prendre un peu de tout. Enfin pour ma part c'est le cas. Et aussi je pense que, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres, mais aussi de capturer plus de photos possibles après et avant le match. Pas pendant, mais après et avant le match. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas tous l'occasion de le faire. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut capturer. T'es moins dans l'action et plus dans l'ambiance, en fait. C'est ça. Je pense qu'une fois que tu es plus dans l'ambiance, c'est beau aussi. Ça permet aussi de faire des photos un peu différentes. On va en parler du romantisme du métier de photographe. Moi, je dis souvent que la photographie argentique, j'adore le romantisme des vieux appareils. J'adore le romantisme de prendre le temps de faire des belles photos. Par contre, je déteste tout le reste. Le prix des pellicules. C'est vrai que c'est l'absence de prévisualisation. C'est vrai que c'est compliqué. Ça. Le côté pas instantané. Alors oui, il a son charme, le côté pas instantané. Mais voilà, devoir déposer les pellicules, devoir retourner chercher les négatifs. Si tu veux faire un tirage, voilà. Enfin bon, aujourd'hui, tu les scannes, tu les imprimes, mais moi j'aime bien ce côté où je peux prendre une photo, la récupérer, l'imprimer. Tu vois, je tiens un journal, j'imprime les photos que je prends au quotidien pour les coller dedans. C'est rapide. L'argentique, j'adore avoir l'appareil en main, j'adore passer les vues, tu sais, manuellement. Ça c'est un geste que j'aime de tout mon cœur. Mais tout le reste me fait, ça me ralentit. Je trouve en fait, j'arrive pas à comprendre à une époque où c'est tellement facile qu'on se complique la vie en fait. C'est plein de réflexions. Enfin, c'est une réflexion que pas mal de gens se font, mais personnellement, je trouve que l'argentique, si on le fait, c'est vraiment parce qu'on aime bien le processus en soi, même si moi je le fais pas complètement, mais je pense que c'est quelque chose aussi d'être limité sur son temps, sur les pauses. Développer les pellicules, attendre les scans entre temps. Je pense qu'il y a un petit engouement aussi entre le temps d'attente et le temps qu'on reçoit le mail. Ouais. Et moi j'ai toujours apprécié l'argentique parce que je trouve que c'est quelque chose qui nous pousse à travailler, même si parfois on est rushé, on se permet d'utiliser ça comme le numérique. Mais c'est vrai que par exemple le prix c'est vraiment un point noir, et l'absence de prévisualisation ça dépend des personnes. Parfois on se fait confiance, du coup ça marche, mais parfois c'est vrai qu'on voit des choses qu'on n'aurait pas vues au moment de prendre la photo. Et c'est vrai que parfois c'est frustrant, mais sinon c'est que du plaisir. Il fut un temps, je pense il y a 2 ans, où je faisais tout chez moi, le développement, le scan, et c'était vraiment assez cool. Ouais, ça par contre, je pense que ça me plairait bien de faire moi le développement des photos. C'est vrai, et même le tirage, c'est vraiment une très bonne expérience. J'ai eu l'occasion de me former à Emulsion il n'y a pas longtemps, c'était vraiment très cool. Mais voilà aussi, je pense que le fait d'avoir différents types de pellicules, que ce soit la pellicule diapo, couleur, même noir et blanc, et différentes variétés de pellicules, les nuances de couleurs qui changent entre les pellicules, je pense que c'est assez cool, même si maintenant on pourrait faire la même chose en numérique avec Lightroom par exemple. Ouais. Oui, c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Tu le disais tout à l'heure, tu as téléchargé les trucs avec le grain, le machin. En fait, au final, pas du tout. Même si aujourd'hui, je pense que c'est... Il y a des gens qui ont un vrai talent pour ça. C'est vrai que... mais ça reste du faux, quoi. J'arrive pas. C'est de la contrefaçon. C'est ça. Par contre, il y a un autre aspect que j'aime bien de l'argentique, et ça, tu le fais assez fréquemment, c'est les planches contact. Effectivement, les planches contact, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il fut un temps aussi, j'ai essayé de faire ça sur Photoshop, mais c'est pas du tout la même chose. Du coup, moi, j'ai un petit scanner et des petites pochettes transparentes. Et en fait, moi, l'idée des planches contact, c'est de montrer tout ce qui s'est passé. Voilà, les gens pourront voir, ok, pour cette photo, il a fait 4-5 prises, ok, il a fait qu'une seule prise. Ça marche aussi parce que tu es limité, c'est-à-dire qu'en fait, tu as 36 poses. Moi, si je fais plein de tentatives sur quelque chose avec un appareil numérique, sur la même période où toi tu vas faire tes 36 photos, moi je vais en faire 400. C'est ça aussi. Tu peux pas faire une planche contact avec 400 photos. C'est ça, effectivement. Ça ne marche que parce que tu en as 36. C'est ça. Et même, c'est mes 36 photos, c'est ma pellicule, vous voyez ce que j'ai pris. Ouais. Et voilà. Tu te limites sur un événement. Genre tu vas sur un match, tu sais que tu as 36 poses.
et après c'est terminé ou t'as... Non, généralement, quand c'est les matchs, je suis vraiment ouvert. J'essaie de shooter beaucoup s'il faut. Et pareil pour Football The Lifestyle, je me suis jamais limité. Mais il faudrait que j'essaye parce que je pense que là, c'est vraiment là, ça va me pousser à plus travailler la composition. Même si parfois, je suis un peu ouvert. Bon, des fois, c'est bien la perfection aussi, justement, on va en parler. Il y a un petit côté très années 90 à tes photos par moment. Ce petit côté snapshot, tu sais, pris sur le vif avec des défauts inhérents au film. Des petites imperfections. Est-ce que quelque part, tu n'essaies pas, et je te pose la question parce que moi, c'est ce que je fais, est-ce que quelque part, tu n'essaies pas de refaire les photos que tu as pu les connaître dans ton enfance, en fait, avec cette imperfection, avec des fois ce petit appareil, tu sais, avec un gros coup de flash. Je pense qu'on voit tous cette photo-là, tu vois, qui est tout sauf parfaite, mais qui pour moi est une belle photo, en fait, parce que c'est les photos qui racontent ma vie, quelque part, et c'est un peu ça que j'essaie de reproduire des fois sur certaines photos sur le vif. Est-ce que toi, tu vois ça comme ça? Je pense que avant je me disais pas ça, mais après récemment, je me suis fait cette réflexion. C'est vraiment prise au moment, vraiment prendre la photo au moment même. Et je trouve que ça rajoute un charme. Et c'est vrai que je m'inspire beaucoup des années 90, même si je n'ai pas vécu du tout, j'étais même pas né. Mais cet aspect-là, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer, quoi. Que ce soit le flash en plein jour, les petites imperfections, peut-être une mise au point ratée même. Ouais. Même ça, je trouve ça fabuleux des fois. Et parfois ça change complètement une photo. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais moi c'est ce qui me fait plaisir. Le flou, les petites lumières qui rentrent dans le truc, qui niquent un peu ta pellicule, mais qui font tout le charme de l'argentique en fait. C'est ça, effectivement. Et tu n'auras jamais sur du numérique. Enfin, tu auras des défauts, mais les défauts numériques sont très moches en fait. C'est vrai. C'est comme le numérique est supposément parfait. C'est ça, voilà. C'est pour ça que aussi l'argentique, ça m'attire plus le côté imparfait. D'accord. On va parler, j'aime bien cette réflexion du côté imparfait, c'est vraiment un truc qui me parle beaucoup. On va parler des livres, de ton livre en tout cas. Il y a des gens qui sont photographes depuis 10 ou 15 ans et qui savent toujours pas comment s'y prendre pour faire un livre. Toi, tu y as été directement et j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu comment tu l'as réfléchi, cette idée. Alors, faut savoir, pour mon livre, c'est un peu grâce à Analog Sport. Du coup, grosse dédicace à Léo et à Sam qui a designé le livre. Il me semble que tout d'abord, il faut savoir le format, combien de pages on voulait faire. Moi, je me rappelle plus du tout, malheureusement. Et une fois on a le nombre de pages, maintenant il faut savoir le format, c'est-à-dire comment va être chaque page. Moi, je voulais faire quelque chose de minimaliste, vraiment des années 90 aussi, encore une fois, de m'inspirer tout ce qui est anciens éditoriaux. C'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup. Et ensuite, une fois qu'on a nos designs, il faut aussi savoir les photos. Quelle photo sélectionner, ça c'était vraiment la partie la plus difficile pour moi, parce que du coup l'editing c'est toujours faut tuer ses bébés là pour le coup. Comment faut tuer ses bébés là pour le coup. C'est ça. Tu les aimes toutes et il faut en choisir quand il faut en choisir 20, ça veut dire qu'il faut en éliminer 100 quoi. C'est ça, il faut vraiment choisir les bonnes photos et ça prend du temps parce qu'on peut changer d'avis par exemple d'une heure à une autre carrément. Et ensuite vient le format du papier aussi, et ça c'était quelque chose que je ne connaissais pas vraiment, mais après j'ai bien sûr demandé conseil à Léo qui lui a déjà eu l'occasion du coup de faire d'autres magazines avec Analog Sport. Et ensuite, s'il me semble bien, c'était aussi la couverture à choisir, la couverture, si la fin, et si jamais on veut écrire des choses dedans. C'est pas par ordre malheureusement ce que je dis, j'ai oublié un peu. Et ensuite la production, voilà. Ce que je retiens, c'est que tu as été bien encadré en fait, et que du coup toutes les angoisses liées à c'est ça, si j'étais pas entouré, ça aurait jamais été aussi on va dire. En fait, ils t'ont aidé à passer les angoisses liées à la technique, c'est-à-dire la peur de l'erreur permanente. En fait, comme tu avais des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, ils t'ont un peu enlevé ça et toi, tu as pu te concentrer sur l'essentiel. C'est ça, parce que par exemple, pour la partie design, je n'aurais jamais fait ça tout seul. Je n'aurais jamais su comment mettre cette page-là, etc. Et franchement, gros respect aux photographes qui font tout ça tout seul parce que c'est vraiment compliqué. C'est peut-être la réponse, c'est qu'il ne faut pas faire ça tout seul en fait. C'est vrai, franchement, c'est toujours vaut mieux être accompagné. Tous les beaux projets de livres que j'ai vus, en général, il y avait au moins des gens qui savaient ce qu'ils faisaient en termes de design ou ce genre de choses. Il y avait un truc qui m'a beaucoup surpris dans ton projet, c'est qu'il ne visait pas à être gigantesque dès le départ. Alors c'est souvent ce qu'on se dit, moi, quand les gens parlent de faire un livre, on veut au moins en faire 100, 200 pour dire qu'on a fait... Enfin, en gros, il y a cette espèce de mégalomanie de devoir sortir une grosse quantité de bouquins pour dire j'ai fait un livre, alors qu'en fait, toi, t'en as sorti 50 et c'était suffisant.
Et je crois même que dans la campagne de financement, tu t'envisageais pas d'en vendre plus que 20 pour lancer le projet. C'était rafraîchissant de voir en fait que finalement le livre il existait pour exister. Il existait pour lui et pas pour être un énorme succès commercial, mais voilà, pour être un bel objet en fait que tu avais pris plaisir à créer en fait. C'est ça. Tout d'abord, le projet, quand je l'ai fait, je ne comptais pas vraiment pouvoir vendre de livres. Je voulais juste en faire pour moi et mes amis. Mais après, Léo m'a accompagné dans le sens où ce serait peut-être bien de faire quelques petits exemplaires si jamais la communauté analogue football est intéressée. C'est ce qu'on a fait. Du coup, on a imprimé 50 exemplaires. Sur les 50, j'en ai gardé 10-15 pour mes amis et pour moi-même. Et le reste, on a mis tout ça à vendre. Franchement, je ne m'y attendais pas que tout parte d'un coup. Et le fait que tout est parti, ça me fait plaisir. Parfois, je me dis que quand on fait un livre, il faut peut-être faire peu d'exemplaires que beaucoup. Même moi, je me disais que qui va acheter un livre avec des photos de personnes comme ça, avec des maillots. Je ne savais pas que ça allait se vendre. Même 10 exemplaires vendus, ça m'a fait grave plaisir. Et je trouve que je pars toujours du principe qu'il faut faire peu que beaucoup. Ouais. Même si tu peux toujours en sortir plus après coup. C'est ça après, mais c'est plus facile d'en sortir 50 de plus après que d'en stocker 500 que t'as pas vendu, quoi. Par exemple 500, même 100 je trouvais que c'était trop. Au début on s'était dit 75, je me suis dit non, c'est un peu trop, 50 c'est parfait. Et moi j'aime bien cette idée justement de pas en faire beaucoup, parce qu'au final, regarde, l'impact c'est le même, t'as fait un livre. C'est ça, l'impact c'est le même. Moi j'ai été creusé, on en a parlé avant et tout, justement c'est un sujet que je trouve intéressant, donc on en parle, mais la réalité c'est qui va te parler de la quantité de livres que tu as sorti au lieu du livre. C'est de la même manière que quelqu'un qui regarde une photo, il va, à part quelques cas bien particuliers, personne ne va te demander ce que c'était ton appareil, quel objectif tu as utilisé, pas une personne normale en tout cas. C'est ça. Mais ton livre il existe. C'est ça, effectivement. Tant qu'il existe, je pense c'est l'essentiel. Il n'existe pas moins qu'un livre de Salgado, qui en sortira 2000, 3000, qui va les vendre. Voire beaucoup plus, je ne sais pas quels sont les chiffres des livres de Salgado, mais je pense que lui, il n'a pas trop de problèmes à en écouler. Mais en fait, ouais, t'as fait un livre. Ouais, le fait que j'ai fait un livre, c'est le plus important, on va dire. Après, les ventes, c'est pas grave. Mais c'est un de plus que moi. C'était une grosse étape, effectivement. Tu recommenceras ou pas ? Oui, mais pas maintenant. Je pense que je vais prendre mon temps. Mais c'est vrai, juste le fait d'imprimer un livre, j'ai appris pas mal de choses. Et je trouve que, par exemple, imprimer vos photos, c'est le seul conseil que je peux donner. Ouais. Ça change vraiment de les voir sur un écran que les imprimer. Ça je suis tout à fait d'accord. Et quand tu vas dans les expos, tu te rends compte quand tu connais des gens par leur travail sur Internet. L'expo aussi, j'ai eu une expo avec Nation Photo récemment et juste voir ces photos imprimées, exposées, c'est carrément un autre sentiment, ça donne plus de valeur. Je suis désolé pour tous les gens qui nous écoutent, mais en fait l'expo se termine le jour où on enregistre, c'est aujourd'hui. Et du coup moi j'avais pas vu qu'il y avait l'expo et du coup j'y ai pas été et je vais voir si je peux faire un petit aller-retour rapidement dans l'après-midi pour aller voir, mais bon je pense que ça va être un petit peu tendu. Je pense qu'ils ont même déjà décroché hier. Ah d'accord. Bon, c'est dommage. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Si jamais c'est exposé quelque part, je posterai sur les réseaux sociaux où je ne suis plus. Mais je trouverai un moyen de relayer un petit peu ça parce que je trouve que c'est intéressant et c'est génial de voir des expos comme ça. Le quatrième grand thème de l'interview, c'est de grandir. Et c'est peut-être le point le plus important en fait de toute l'interview. C'est très facile aujourd'hui d'aller dans ton fil et de dire Donnarumma, Marco Asensio, c'est les stars du PSG. Il ne faut pas oublier que tu es rentré dans le football, et je mets des grands guillemets quand je dis par la petite porte, parce que le foot, c'est le foot féminin par lequel tu es rentré. C'est pas moins bon que le masculin, c'est juste moins exposé. J'ai pas envie qu'on comprenne mal ce que je dis, mais elles n'ont pas moins de mérite que les mecs. C'est juste que y a moins d'argent parce qu'il y a moins de public et du coup quelque part comme c'est un peu moins exposé, tu avais peut-être un peu moins de concurrence pour faire tes preuves. Et du coup tu as pu y aller en fait, ça t'a ouvert la porte à plein d'autres choses en fait, d'aller comme ça. C'est vrai que ça m'a ouvert pas mal de portes à d'autres choses, mais aussi je pense que le foot féminin comparé au foot masculin en tant que photographe, je pense que c'est quelque chose de, j'aurais dit peut-être de, enfin mieux, je pense que ça dépend des personnes. Il y en a certains qui veulent faire photographier les joueurs, par exemple Mbappé, etc. Mais moi personnellement, pour photographier le foot masculin et féminin, j'ai pris plus de plaisir à photographier le foot féminin dans le sens où si notre ambiance est plus posée, et même cette fois-ci, t'as la chance de communiquer parfois avec les joueuses qui sont intéressées pour reposter des photos. Et au moins, la plupart des joueuses créditent comparé, je pense, aux joueurs masculins. Et
il y a plus de chances d'avoir plus de moments entre guillemets intimes dans le sens Ouais. où entre les joueurs et les joueuses quoi. Elles sont moins sollicitées en fait, donc elles sont presque contentes que tu t'intéresses à elles. Je pense que c'est ça, mais je trouve qu'il faut mettre plus de lumière dans le foot féminin. Je me faisais une réflexion en fait. Toi, t'as pas connu cette époque. Moi, j'ai connu le foot des années 80, qui était un peu plus. Enfin, en fait, en gros, le foot, tout le foot avant 98 était moins exposé. C'est vraiment pour moi 98 qui a mis le foot en France dans l'œil public et qui a créé des superstars du foot, parce qu'avant avant C'est 98, Zidane, c'était pas Zidane. Aujourd'hui, tout le monde sait qui est Zidane. Quand la Coupe du Monde a démarré, tu demandais les noms des joueurs aux gens dans la rue, personne ne pouvait te dire comment ils s'appelaient, tu vois. Après 98, on pouvait te réciter toute l'équipe, sans problème. Et en fait, dans les années 80, il y avait ce côté un petit peu amateur en football. Proximité, moi je viens de Metz en plus, donc si tu veux, mon club c'était le FC Metz. T'imagines bien que c'était pas compliqué, les joueurs on les croisait dans la rue. La grande star de Metz quand j'étais petit, c'était Carmelo Michich. Son cousin était vendeur dans le magasin de mes parents. J'ai une photo avec Carmelo Michich, je sais pas si t'as connu toi ce joueur-là, mais pour les gens qui étaient dans les années 80, c'était un très bon attaquant qui jouait à Metz. Moi j'ai une photo petit, j'ai pas 10 ans, avec Carmelo Michich. C'était incroyable, tu vois, pour moi et tout. Et c'était ce football-là qui était en fait super accessible, qui n'existe plus aujourd'hui côté masculin, que tu retrouves dans le foot féminin, que tu retrouves un peu en MLS, je trouve, parce que j'ai un peu regardé avec Messi qui allait là-bas, en MLS, aux États-Unis. Du coup j'ai un peu regardé parce que tu as les résumés sur Apple TV qui allaient droit, et donc je suis un peu, il y a ce côté un peu pas parfait, c'est pas des bêtes qui vont te faire des courses pas possibles, c'est des mecs un peu normaux, tu vois. C'est vrai qu'ils ont une vie à côté quoi. C'est rafraîchissant en fait d'avoir du foot où il y a des erreurs. C'est-à-dire aujourd'hui Mbappé il rate un ballon, il se fait défoncer. Je suis complètement d'accord. Comment c'est possible qu'il perde le ballon comme ça, il a poussé son ballon un centimètre trop loin, machin. Ce qu'on pardonne de l'autre côté, en fait je trouve que c'est vachement rafraîchissant. Je suis complètement d'accord sur ce point-là. C'est vrai que dans le foot féminin, moi en tant que photographe, j'ai trouvé une proximité que j'ai pas pu trouver ailleurs. Par exemple, je pense que chez les masculins, on peut vraiment trouver cette proximité en tant que photographe. À mon avis, ce serait tout ce qui est national ou encore... Où c'est des gens, c'est pas des stars, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ces gens qui prennent le temps de passer du temps avec leurs fans, par exemple, comme au Red Star. J'ai pu photographier 2 matchs là-bas, c'était super. Et par exemple, c'est comme les joueuses, elles viennent voir les fans à la fin et c'est super beau de photographier ces moments-là aussi, je trouve. Et il manque ces petites proximités aujourd'hui, mais après c'est compréhensible dans des grands stades comme ça. Même, je pense que... J'ai un copain qui fait des photos du PSG qui s'appelle Romain Bourven, que peut-être tu connais, et qui est passé dans le podcast avant, que je croise régulièrement sur des événements et tout. Et effectivement, quand tu vois ces photos, elles sont rarement proches des joueurs. C'est souvent du téléobjectif, c'est du terrain. Et c'est plus difficile, je pense, de les approcher, même avec des accréditations, avec des trucs, parce que dès que tu t'approches d'eux, il y a des gardes, en fait, qui bloquent tout le monde, en fait. Je ne saurais pas vraiment te dire, j'ai pas photographié de match de Ligue 1. Ouais, pas encore. Peut-être plus tard, mais je pense qu'en étant en Argentine, ça va être compliqué. Je suis sûr que ça viendra. Puisqu'on est sur les thèmes de grandir, il y a une interview de toi où tu dis que tu as eu un passage à vide. Et ça, j'aimerais bien que tu nous en parles parce que ça fait partie de grandir. On voit souvent la belle ligne droite, tu sais où tu en es. Donc là, aujourd'hui, tu vas sur ton feed Donnarumma, Asensio, PSG. Et en fait, on oublie tout ce qui a pu se passer avant et toutes les galères qui ont pu arriver avant. Et ça, j'aimerais bien que tu nous en parles parce que je pense que c'est important de le voir. Alors, ce vide, j'en ai eu plusieurs. Alors, dans l'interview, malheureusement, j'ai oublié, c'était 2022. 2022. En fait, tu fais une belle première année. C'est ça. Et après, tu as un trou. D'accord. Du coup, 2022, c'était une année un peu compliquée. J'ai fait une très bonne année, on va dire, 2021 au niveau photo. Par exemple, campagne Ligue 1 avec Analog Sport. Et 2022, c'était vraiment le néant, dans le sens où j'ai perdu plaisir. Je n'avais plus d'inspiration. Et je pense que c'est une période qu'on a tous connue ou qu'on va connaître. Ça dépend encore dans quel stade on est dans notre petite carrière. Et moi, je pense que ce qui m'a, entre guillemets, tué ici, c'était vraiment le fait de se dire comment ça se fait que j'ai pas telle accréditation alors que j'ai photographié ici. Comment ça se fait que j'arrive pas à aller à cet événement, et aussi le fait de se comparer aux autres, c'est moche. C'est de la jalousie en fait. Pas de la jalousie, on va dire, Mais
Je pense que déjà le fait de se comparer aux autres, il y en a plein qui le font et il faut vraiment pas le faire, ça tue en fait. Ça sert à rien parce qu'on sait pas ce que la personne en face a fait comme parcours. Tu veux que je te donne le truc pour ça, j'ai mis longtemps à l'apprendre et j'ai fini par comprendre. Quand quelqu'un fait quelque chose et que tu regardes et que tu te dis ça aurait dû être moi et que t'es jaloux et machin, en fait tu lui fais un compliment. Tu dis c'est génial ce que tu fais, c'est franchement bravo, c'est génial ce que tu fais. Ça neutralise le truc totalement. C'est vraiment effrayant comme ça marche. C'est vrai, je suis d'accord. Et dans le sens où aussi... Et ça m'arrive, hein, j'ai 47 ans, ça m'arrive encore aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour ça, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, ça fait 13 ans que je fais de la photo. Ça fait 13 ans que j'ai eu des hauts et des bas. Avec le podcast, je suis dans un milieu qui est quand même assez concurrentiel, dans le sens où podcast, YouTube, influence, parler de la photo, essayer de trucs et tout. T'as plein de gens qui font plein de choses et des fois qui te passent devant, tu vois, et toi, t'es là depuis longtemps. Et tu dis pourquoi c'est pas moi qui fais ça. Et en fait, la vraie truc, c'est de les appeler. Et de dire j'ai vu ce que tu as fait, même pas de les appeler, de mettre un commentaire, tu vois, en disant j'ai vu ce que tu as fait, franchement bravo, c'est super. Et en fait, ça neutralise instantanément la jalousie. C'est vraiment un côté qu'on doit, je pense, tous abattre, entre guillemets. Ouais. Et ça t'aide pas en fait. Enfin, la comparaison ? Ouais. Non, pas du tout. Ça, moi, ça m'a pas aidé. Ça, je pense que c'est le fait de juste travailler soi-même. Moi, ce qui m'a aidé en 2022, c'est vraiment de voyager un peu, découvrir d'autres choses. Et je pense qu'aussi être soi-même, je sais que c'est facile à dire, mais c'est la chose qui marche le plus, c'est vraiment... Mais d'autant plus toi, en fait, ce qui est dur à comprendre dans le fait que tu puisses avoir une forme de jalousie envers quelqu'un, c'est que tu es relativement unique quand même. C'est-à-dire, les gens qui font ce que tu fais, il n'y en a pas tant que ça, ils ne peuvent pas le faire de la même manière. Donc en réalité, qu'est-ce que tu peux voir chez quelqu'un d'autre qui va te faire réagir comme ça ? Moi, je pense que ce qui m'a fait réagir, c'est bête, mais de voir photographier, il a photographié tel match, tel événement, ou il a photographié par exemple telle opportunité. C'était les accès en fait qui te... Moi c'est vrai que c'était un peu les accès aussi, mais c'était un peu de tout franchement. J'arrive pas à expliquer aussi encore et j'y pense plus vraiment maintenant. Je pense que je suis de toute façon, faut le mettre derrière soi. Maintenant, on va dire. Non mais j'aime bien qu'on voit que en fait c'est pas une montée sans heurts. C'est ça, tu vois, et que oui, super, t'as des accès aujourd'hui que t'avais pas il y a 3 ans et trucs et tout, mais en fait, il y a des moments où ces accès, à chaque fois que tu progresses, en fait, il y a toujours une petite chute avant. Si je te montre les chiffres du podcast, en fait, ça monte, mais c'est pas une courbe droite, c'est ça monte et ça chute, et ça remonte, et ça rechute, et ça remonte, et ça rechute. Et à chaque fois, ça monte un peu plus haut, et ça chute un peu plus bas. En fait, et des fois, tu as des trucs où aujourd'hui, le podcast, ça doit être entre 15 et 20 000 écoutes par mois, tu vois. Et il y a un jour, pourquoi tu es à 8 000 ? Et tu fais, putain, c'est quoi ça ? Et tu sais, tu te dis, mais pourquoi je fais tout ça, en fait, et tout. Et le mois d'après, tu passes à 25. Et en fait, tu as juste eu ce petit creux qui te permet de rebondir parce qu'en fait, c'est ça. Tu rebondis en fait. C'est quand tu joues avec un ballon de basket et que tu tapes, pour qu'il rebondisse, il faut qu'il touche le sol en fait. C'est ça. Et il faut un peu de pression pour qu'il rebondisse et tout ça. Je l'ai dit souvent, mais pas de pression, pas de rebond, tu vois. C'est vrai. Et en fait, si tout est rose et si tout va toujours dans le bon sens, qu'est-ce qui te pousse à avancer en fait et qu'est-ce qui te fait te remettre en question et qu'est-ce qui te fait te secouer ? Je suis complètement d'accord sur ce point-là. C'est à ces moments-là en fait on doit rester fort, mais aussi ne pas succomber à la pression. Ouais. Sinon on se perd soi-même et quand on se perd soi-même, c'est vraiment difficile, je pense. La pression peut être bonne et mauvaise en fait en même temps. Il faut juste savoir comment la gérer. Mais en tout cas, dépend de chacun en fait comment on gère. C'était important parce que quand on regarde ton profil, on a vraiment l'impression de succès. Et on voit pas le... C'est vrai que c'est ça, les réseaux sociaux, c'est qu'on montre pas en fait le côté où on est tombé en fait. Et c'est dommage. Moi, malheureusement, en 2022, j'ai pris très très peu de photos. Du coup, j'ai rien à montrer, on va dire. Mais tout ça, c'est aussi, je pense, dans une période... C'est pas qu'à cause de la photo, je pense que j'étais un peu perdu. C'est aussi à côté de la vie professionnelle. Avec les cours aussi, du coup c'était un peu de tout je pense, c'était pas que la photo. Mais c'était dans une période, je pense que j'étais en train de grandir et que là en fait je suis content d'être passé par là, sinon je serais jamais la personne que je suis aujourd'hui. C'est le truc de pas se préoccuper que de photos. C'est justement que voilà, quand ça va un peu moins bien à côté, peut-être que la photo... C'est toujours bien de prendre une pause, ça fait pas de mal. Ouais. Et je pense que ça aide beaucoup. Tant que t'en vis pas en tout cas, tu peux te le permettre. Ça, c'est ça, tant qu'on n'en vit pas, je précise, parce que moi du coup je travaille à côté et j'ai... Voilà. Ok, non mais c'est important.
C'est important de le dire en tout cas. Du coup, comment est-ce qu'on tient le cap dans un domaine qui est finalement quand même très concurrentiel, même en football féminin? Je pense qu'une fois qu'il y a des gens qui ont vu que tu es passé par là, forcément, qui vont tenter de venir et de te pousser sur le côté pour prendre ta place. Comment tu tiens ton cap dans ce cas de figure-là et comment est-ce que tu restes fidèle à toi-même justement sans te dénaturer toi-même en fait pour rester dans la course? Alors moi, du coup, c'est encore une fois un autre cas parce que je ne vis pas de ça. Du coup, c'est une réponse complètement différente, bien sûr, mais j'essaie de rester propre, entre guillemets, à mes principes, à ma vision. C'est comme on avait dit, la vision un peu snapshot, imperfection, etc. Et j'essaie d'un peu de varier aussi, mais je vais tout faire pour garder cette vision que j'ai parce que c'est ce qui m'a permis d'être le photographe que je suis aujourd'hui. C'est bien de tester autre chose, mais il faut pas se perdre soi-même. En fait, du moment où on se perd soi-même, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a des cas de figure, on peut se perdre soi-même et être quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, on a passé à un autre cap. Mais moi, j'essaie toujours de garder la vision que j'ai, que ce soit par exemple côté flash, imperfection, fisheye. Et moi, j'essaie tout le temps de garder ça et de varier. Voilà. D'accord. On finit toujours la partie interview en parlant d'une photo ou d'un type de photo ou d'un groupe de photos, mais toi c'est vraiment un type de photo particulier qui est le fisheye. Je pense pas qu'on peut faire une interview avec toi sans aborder ce sujet-là parce que c'est tellement spécifique que c'est ma signature, on va dire. C'est important. Ouais, c'est très bonne réponse justement. C'est extrême, c'est pas forcément flatteur, mais c'est ce qui rend tes séries très distinctives. Donc la question c'est pourquoi et qu'est-ce que tu trouves dans le fisheye qui t'encourage à t'en servir autant? Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, je pense que c'est la distorsion du monde, de l'environnement. C'est quelque chose que le fisheye, ça déforme tout, que ce soit le modèle, l'environnement autour, et c'est ça que j'aime bien en fait. Le fait qu'il y a de la distorsion et que ça change un peu la vision qu'on a qu'avec un objectif, par exemple 35 mm ou 28 mm. Et c'est aussi que je pense que ce que j'aime beaucoup dans le fisheye, c'est le fait qu'on se rapproche un peu plus du modèle, qu'on est vraiment proche du sujet, et ça le met plus en valeur. Mais on a quand même encore l'environnement autour, malgré le fait qu'on soit vraiment proche du sujet. Et aussi le fisheye, je pense, c'est complètement une autre vision. Et aussi, c'est assez technique, je trouve, aussi, de niveau composition. C'est compliqué, en fait, hein, quand tu as autant d'éléments dans l'image, d'arriver à faire quelque chose de propre. C'est compliqué. Et pour moi, il n'y a pas de... Enfin, le fisheye, c'est avec le flash obligatoire pour moi. Que ce soit en plein jour ou de nuit. Enfin, sans le flash, c'est possible, mais je pense que pourquoi le flash Qu'est-ce que ça... Moi, maintenant, j'utilise le flash à tout moment, que ce soit en plein jour ou de nuit. Le flash, je pense que ça ajoute ce côté snapshot qu'on parlait avant. D'accord. Ça ajoute cette touche un peu vintage, j'ai envie de dire. Quand je parle de flash, c'est vraiment le flash Cobra, hein, pas des flashs déportés, parce que là, on est sur un autre rendu, mais vraiment un flash déporté où tout est illuminé. On essaie d'éliminer les ombres, etc. Et je trouve que c'est vraiment assez beau en argentique, hein, pour ma part. En numérique, j'ai jamais essayé. Mais vraiment, le flash... Oui, il aplatit la lumière, en fait, du coup. Comment ? Ça aplatit la lumière, c'est ça, ça aplatit tout. Et vraiment, je trouve que ça permet de faire une bonne transition entre le modèle et l'environnement autour. D'accord, c'est une bonne réponse. J'aime bien cette philosophie. Moi, je tends à plutôt détacher mon flash de l'appareil photo, mais des fois, je me demande pourquoi, en fait. Et moi, tu sais, je fais des allers-retours. Franchement, je comprends. C'est comme ça, je cherche. Récemment, j'ai shooté sans flash, j'avais du mal. J'ai eu du mal, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hein. D'accord. Et ce qui est bien avec l'argentique, c'est qu'on peut se permettre de surexposer comme on veut, parce que ça tient bien. Et... Oui, ce que tu peux pas te permettre en numérique, par exemple. Oui, en numérique, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que aussi l'argentique. C'est marrant que le secret du fisheye pour toi, c'est le flash. Parce que ça, je l'avais pas vu comme ça, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas tous la même vision, mais moi, ça a toujours été le flash. Mais aussi, ça permet aussi de faire jouer le modèle, par exemple, qui va un peu bouger ses bras ou mettre ses mains, sa main dans l'objectif. Et ça aussi, je trouve que c'est pas mal avec le fisheye. Ouais. C'est que le modèle, il est intrigué, il ne sait pas à quoi il s'attend, en fait. Et du coup, il va avoir un objectif assez proche de lui, il va me dire, mais qu'est-ce que c'est ça ? Et au final, quand il voit le résultat, il est surpris. Et je pense que le fisheye, d'un moment, c'était vraiment utilisé dans les années 90, dans les magazines de skate, par exemple, et c'est vraiment ça qui m'a fait kiffer. D'accord. Voilà. Donc quelque part, c'est encore un retour au vintage. Comme toujours. Au snapshot et à la photo des années 90. Là, c'est extraordinaire quand même que tu sois aussi influencé par la photo des années 90. Alors que j'étais pas né, c'est ça. T'es quand même né dans les années noires du football français. T'es fan du coup, c'est comment ?
t'es fan de foot alors que t'es né dans les pires années possibles. Ouais, bah, Tes influences photographiques, c'est 10 ans avant que tu sois né. bah, du coup, je pense que ça s'explique par... ça a été récent, vraiment, ces inspirations étant récentes, c'était vraiment, je traînais sur Internet et je m'intéressais à la mode et du coup, j'ai vu des éditoriaux des années 90 et je me suis dit que, mais pourquoi on ne fait plus ça? Par exemple, c'est aussi le marketing. C'est des exemples tout bêtes. Les affiches, par exemple, pour la PlayStation 2 à l'ancienne, les affiches de marketing à l'ancienne, elles étaient super cool, elles étaient vraiment explicites. C'était vraiment, on va dire, donc vulgaire, on va dire. C'est quelque chose qu'on peut plus vraiment se permettre aujourd'hui avec des symboles. Et je me dis, mais pourquoi on ne fait plus ça en fait? Même des fonds d'écran de Windows à l'ancienne, ça m'inspire des petites choses comme ça, des petits détails. Et bien sûr, les films des années 90, que ce soit des films de Scorsese, Mike Youngman, Fincher aussi, c'est des. Même des films filmés à la pellicule, je sais que j'abuse avec l'aspect argentique, mais c'est vraiment des petits trucs qui m'inspirent. Et dommage qu'on ne fait plus ça. Maintenant, je sais qu'il y a pas mal de photographes qui essayent de reprendre cet aspect-là, et tant mieux, franchement, et tant mieux. Je viens de réaliser un truc terrible en fait quand on parle. Je te disais, t'es né en 2002. J'ai un maillot de foot qui est aussi vieux que toi. J'ai le maillot de foot de l'équipe de France 2002. 2002. À l'époque, c'est là C'était pas une bonne année. C'était pas une bonne année. Non, on avait la meilleure équipe du monde. On sortait de la Coupe du Monde et de l'Euro. On avait la meilleure équipe du monde. On a roulé comme un rouleau compresseur sur toutes les équipes qu'on croisait. On gagnait pas un match en dessous de 4-0. Et juste avant la Coupe du Monde, Pires se blesse, Zidane se blesse et ça déraille complètement l'équipe. J'ai vu un documentaire sur ça. Je me rappelle, à l'époque, je travaillais dans un bureau à la Défense. Et j'avais un collègue, j'arrivais le matin, enfin j'avais négocié avec ma boss de regarder les matchs parce que c'était le matin, c'était en Asie je crois. Ah, c'est vrai que c'était en Corée en plus. En Corée, voilà. Donc j'arrivais le matin, les matchs étaient à 8h30, 8h du match. J'arrivais dans un café à la Défense, je regardais le match et j'avais le droit d'arriver à 10h pour voir le match. Et au moment où on se fait éliminer en fait, j'arrive et je te jure, l'image elle devait être comique. Donc bleu, blanc, rouge sur les joues évidemment, le maillot de foot de l'équipe sur l'épaule avec le costard en dessous, donc j'avais enlevé le maillot, je l'avais mis sur l'épaule et je me rappelle le jour de l'élimination, j'arrive au bureau et j'ai un collègue qui vient me voir, qui se met devant moi et qui me fait un grand sourire parce qu'il détestait le foot et il se fout de ma gueule et la boss de la boîte, la big boss de la boîte, celle qui signe les chèques, qui m'engage et tout, qui était le bureau à côté de moi, vient dans mon bureau et elle me regarde et me fait « Alors, on a perdu, on est des merdes ?» Carrément. Et j'ai ce souvenir de cette année. J'ai encore ce maillot-là parce que je le trouve très beau. Ah, il faut le garder. Il faut le garder. Non, de toute façon, il faut le garder. Mais après, le plus beau, c'est France 98. Ça, c'est vrai c'est juste mon grand regret de France 98, c'est qu'en fait, il était en rupture de stock pendant la Coupe du Monde. Et j'ai pu en acheter un qu'après la Coupe du Monde, donc avec l'étoile. Et j'aurais préféré l'avoir sans l'étoile. Je sais pas si je peux la faire virer ou pas, mais ça va quand même, c'est toujours bien. Mais ouais, non, mais du coup, je réalise que ces maillots sont plus vieux que toi en fait, et ça me fait flipper quelque part. Ouais, c'est vrai que c'est là où on voit que même les maillots, c'est pas qu'un maillot, ça peut être des souvenirs, ça peut être un symbole de représentation, de culture. Et c'est ce que j'ai essayé un peu de faire passer avec Football The Lifestyle. C'est pas qu'un tissu, c'est un symbole de culture, de représentation, de souvenirs. Bah écoute, si tu veux matérialiser ça dans Football The Lifestyle 2, j'y retrouverai et on ira faire une séance. On ira faire une séance ensemble. C'est très probable qu'il y ait une deuxième partie. Ouais, ça mériterait en tout cas qu'il y en ait une, ça c'est clair. On ira à la Défense. Exactement. On arrive à la conclusion de l'épisode. Si je te demande le pire moment de ta carrière. Le pire moment de ma carrière, je pense que ça aurait été en 2022. Comme on a mentionné, c'est vraiment une période... j'ai pas de période précise, mais je pense que c'est avant que je parte à New York. Ouais. C'est vraiment une période où j'étais un peu perdu. J'avais beaucoup perdu confiance en moi. C'est des aspects en fait qu'on parle pas trop, je trouve, en tant que photographe. La santé mentale, je pense que c'est vraiment important, bien sûr. Et c'était là où j'étais en train de grandir, j'étais en train de me connaître encore. Et c'était une période où voilà, j'avais plus espoir malheureusement. Mais grâce à mes amis, aussi grâce à Analog, etc., je pense que j'ai repris confiance depuis. En tout cas, les photos de New York étaient très très belles. J'avais pas fait le lien entre le fait que c'était ton passage à vide et que c'est New York qui relance. Mais les photos de New York sont géniales. Enfin, tous ces terrains de foot vus d'en haut. Il y aura peut-être un magazine bientôt. Bah, écoute, je suis reparti là il y a 2-3 semaines et peut-être on va... Ça va, allez, je relayerai. Je pense que c'était le pire moment de ma vie. Ouais. Dans le sens où j'avais aussi la pression des cours et c'était un peu compliqué. Oui, quand rien veut aller, en fait, en général, Comment ? C'était quoi l'expression les emmerdes Attends. Les emmerdes, ça vole en escadrille, c'est... Attends. Je connais pas. Il y a une expression comme ça, c'est du Audiard. Mais en gros, oui, les emmerdes, ça vole en escadrille, quoi. Concrètement, quand t'as un problème d'un côté, ça va rarement bien partout. C'est vrai, c'est ça. En même temps, t'accumules, t'as ci, t'as ça, t'as machin, et ça. tu les enchaînes, quoi.
C'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Le meilleur moment de ma carrière, waouh. Je pense que c'était le vernissage d'exposition Football is a Lifestyle, Ouais. le 19 janvier, le jour de mes 22 ans du coup. Il y a d'autres beaux moments, mais je pense que celui-là, c'était le moment où j'étais le plus fier de voir en fait une œuvre qui partait de base d'un délire entre potes. Et au final, tu as plein de gens qui viennent voir l'expo, tu as le livre et tu as l'anniversaire aussi à côté. C'est un beau cadeau d'anniversaire que tu t'es fait. À moi-même, ouais. Du coup, directement, on l'a fêté à Nation Photo de Monge et c'était vraiment incroyable et j'y pense chaque jour encore. Ouais. Et du coup, je remercie à tous ceux qui ont participé au projet et même tous ceux qui sont passés au vernissage à l'expo. Ça va revenir, je viendrai au prochain. Je l'ai vraiment vu trop tard pour le coup. C'est dommage. On arrive à la toute dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Wow, très bonne question. J'ai déjà eu Audio Bobby, donc tu peux pas le citer. Alors là, j'ai plusieurs noms en tête, faudrait que je choisisse. Tu peux en citer plusieurs, hein, ça me dérange pas. Je veux plutôt rester dans l'aspect foot ou un peu... C'est ce que tu veux, tant qu'un photographe qui parle français, le but étant de s'ouvrir l'esprit en regardant des choses qu'on ferait pas forcément soi-même, mais où on peut prendre des choses en fait toujours, on peut toujours apprendre de quelqu'un d'autre. Surtout des gens qui font pas la même chose que nous en fait. Si je me souviens. Alors, j'aurais peut-être dit Arnaud, du coup son Instagram c'est YabML, c'est un photographe du coup de foot qui travaille à Ligue 1 et je trouve que c'est quelqu'un de très très cool et aussi il a fait un très très gros taf au niveau photo, mais il faut aussi du graphisme à côté. Sinon encore dans le foot j'aurais dit Scotty French, du coup c'est photographe du LOSC et vraiment son taf est ouf parce qu'il arrive quand même à mélanger les photos dans le terrain mais aussi en dehors, c'est-à-dire aller dans des... Il se voyage beaucoup à ce que je vois et il arrive à quand même prendre l'esprit du football aussi dans des pays différents, dans des environnements différents. Et après, bon, en street, je t'aurais dit Bobby en street, bien sûr, enfin, mais tu l'as déjà pris, ou même Tritsi, au final, je vois qui c'est. Je sais pas si t'as fait, je sais plus comment il s'appelle malheureusement, mais c'est le pote de Tritsi, ils ont sorti un magazine ensemble. Alex Dino. Comment? Thierry, le petit gamin. Oui, Thierry, voilà. Ouais, alors Thierry aussi, c'est par lui que j'ai rencontré Tritsi. Ah, en fait. c'est je l'ai reçu. Lui, je le suivais, donc Thierry Maignan, je le suivais déjà sur Instagram en fait. Un jour, je l'ai contacté, du coup, lui est rentré sur Street Photo France et puis ils se sont associés ensemble pour Street Photo France. En fait, ils ont repris sa chaîne YouTube à lui. Ouais, leur chaîne, leurs vidéos YouTube, elles sont super. Même si je fais pas street, mais ça inspire beaucoup. Et après, peut-être c'est la prochaine étape. Ouais, pourquoi pas. On va essayer de voir. Sinon, après, d'autres photographes... Si tu veux rester dans ce que tu fais, tu suis Tritsi en street photographie parce que lui, il a les maillots de foot. En fait, de nom, ça me disait pas grand-chose, mais je le suis sur Instagram et je trouve qu'il a vraiment du courage à apprendre des gens de si près. Enfin, la street, ça fait trop peur pour moi. J'ai pas le courage de directement aller en face de la personne à apprendre. Surtout les gens qui font de la street au flash. Il y a de tout. Après, tu vois, tu décris une typologie de street photographie, mais il y en a plein d'autres en fait. Mais bon, après, il y a plein d'autres exemples. Moi, j'aime bien ce que tu fais, donc continue, merci beaucoup, continue sur cette veine-là et continue à creuser, continue à évoluer là-dedans. Je pense que déjà, il y a déjà pas mal à faire de ce point de vue-là. C'est vrai. Je suis continuer. Impatient de voir la suite. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sabi. Merci. À bientôt. À bientôt.